Alors, juste avant de commencer mon propos, qui va être un peu plus bref que mes prédécesseurs, parce que j'ai moins de choses à dire. Pour le coup, moi, c'est pas mon domaine de prédilection, et du coup, j'ai beaucoup moins de choses à dire. Juste avant, je voulais réparer, j'ai commis un impair tout à l'heure, c'est de saluer l'énorme travail réalisé par Denis Jodouin pour cette conférence. Et également Madame Comémal. Voilà. Je suis désolé, on perd pas de temps, mais c'était pas du temps perdu. Donc, je continue. Je vais vous parler de réadaptation, performance en santé. Et la question que je vais soulever ici, c'est si l'être humain est un être vivant comme les autres, quelles conséquences pour le monde de la santé ? Et cette question qui paraît être une évidence, on va le voir, eh bien, finalement, je pense qu'elle mérite quand même d'être soulevée. Simplement, en termes de conflit d'intérêts, je suis kiné, chercheur dans une équipe spécialisée dans la douleur. Et voilà. Et ça va orienter également peut-être mes propos et ma vision, en tous les cas, que je vais vous exposer, parce qu'il s'agit ici, une fois n'est pas coutume, d'habitude quand je parle dans un congrès, je viens présenter mes résultats. Donc je suis très à l'aise dans ce que je vais dire, parce que je sais pourquoi j'ai fait des bêtises et pourquoi je dis potentiellement des bêtises. Ici, je ne présente pas mes résultats. C'est vraiment une intervention qu'on a construite autour de réflexions, mais c'est des réflexions que j'utilise aujourd'hui, maintenant, dans mes recherches et dans mes futures recherches. Et je pense que c'est intéressant d'en parler. Et simplement repartir un tout petit peu de l'histoire. Nous sommes aujourd'hui les héritiers des penseurs humanistes, des Lumières. Et dans cette filiation, eh bien, nous sommes partis quand même d'assez loin, où au départ, l'homme avait été créé par Dieu, et on a commencé un petit peu à s'émanciper de cette vision-là pour aller vers un homme qui revient au centre. Et donc, dès le 15e, 16e siècle, on a commencé à remettre en question ces savoirs fondamentaux qu'on pensait immuables, qu'on disait sagesse ancienne, écrite dans des bouquins, qui n'étaient pas critiquables. Et on a commencé à critiquer et à se dire, en fait, l'homme est un objet d'étude en soi, parce que tout ne va pas de soi. Il va falloir essayer de comprendre et accepter qu'on est devant une inconnue lorsqu'on voit l'homme. Et donc, l'humanisme a vraiment eu cette vertu-là de replacer l'homme au centre, au lieu que ça soit Dieu, auparavant, et du coup, d'aller essayer d'explorer cet humanisme. Et puis, les siècles ont passé, et là je parle, ça va faire plaisir à notre sociologue d'Auguste Comte. 19e siècle, on est véritablement dans le siècle de la révolution industrielle, vous le savez tous. On est dans le siècle où la notion de progrès, où la notion d'évolution est très forte, et de ce fait, les chercheurs qui sont des êtres humains intégrés dans leur siècle sont forcément empreints de cette vision où on n'est plus sur un système stable comme avant où tout était dicté dans le bouquin. On est sur quelque chose qui évolue. Et cette évolution a très vite été associée à une notion de progrès. Et derrière progrès, eh bien, c'est très facile de mettre ce que tout à chacun, dans le commun, dans le vulgaire, on a. Le progrès, c'est forcément de l'amélioration. Et c'est là, je crois, où il peut y avoir une première forme d'erreur. C'est que l'évolution telle qu'elle a été décrite, et c'est ce qui arrive ensuite, c'est le siècle de Darwin, c'est le siècle de l'évolution. Très souvent, les erreurs qu'on a eues d'interprétation, c'est de se dire que forcément, dans l'évolution, donc ça maintenant, il n'y a plus trop de débat, on évolue, mais est-ce que l'être humain d'aujourd'hui est un être vivant plus performant que l'être humain d'il y a 20 000 ans, d'il y a 50 000 ans? Est-ce que les êtres vivants aujourd'hui sont meilleurs, ont progressé? Est-ce que, en gros, l'évolution progresse? Et qu'est-ce qu'on met derrière progrès? Et nous, derrière progrès, on est dans une société depuis le 19e siècle qui est une société capitaliste, une société où la notion de progrès est donc associée aussi à la notion de performance, on en a parlé tout à l'heure. Et dans ce cadre-là, avec un homme, avec un grand H de l'humanisme,
qui est replacé au centre de tout, eh bien, on a très souvent entendu, et c'est souvent les discours, le corps humain est une machine à la perfection inégalée, ou le cerveau, moi qui travaille beaucoup sur le cerveau humain, on nous explique que le cerveau, c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est le cas. Mais on a tendance à mettre une aura autour de ça, presque un périmètre sacré, où on voit une forme de perfection dans les fonctionnements humains. En tout cas, on recherche cette perfection. Et on va le voir que cette quête-là n'est peut-être pas la meilleure façon d'appréhender les questions scientifiques. La question de la performance. Et en kinésithérapie, on est particulièrement influé par cette notion de performance, performance sportive, performance du corps. Là encore, très souvent, lorsqu'on regarde nos patients, lorsqu'on fait des tests, ce sont des tests de performance. Est-ce que c'est quelque chose qui se justifie? On va pouvoir en discuter. Et puis également sur la manière de conduire nos recherches. On met en place des protocoles, on teste une molécule, on teste une technique, on regarde l'effet de la technique sur nos patients, on essaie de comprendre. Bon, c'est très bien, mais c'est vraiment une approche déterministe, relativement simple. Or, on se rend compte que le fonctionnement humain est tout sauf simple, mais complexe. Et on n'a peut-être pas forcément d'autres manières de le traiter, mais voilà. C'est une autre je crois, des particularités de notre pensée, en tout cas actuelle, mais qui commence à évoluer, mais en tout cas de ces dernières années, sur la manière dont on construisait la science. L'efficience des systèmes. Moi, quand j'ai commencé, je faisais ma première année de médecine, on m'expliquait que le corps est efficace, économe. Tout le temps, il y a une recherche de la performance, de l'économie, il n'y a rien qui est là au hasard. Et qu'on est le fruit d'une évolution et qu'on a enlevé tout ce qui ne marchait pas et qu'on a gardé que ce qui marchait. Et donc forcément, tout est performant, la marche est performante, notre squelette répond à... Voilà. Et puis après, on voit qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Alors, il y en a un autre que j'aimerais citer parmi les grands, Claude Bernard, bien évidemment, ici à Lyon. Claude Bernard, il a dit plein de choses, il a fait beaucoup de choses extraordinaires, et il a notamment décrit ce cercle que je vous bassine souvent avec, de la méthode scientifique, qui dit qu'il faut, à partir du cadre théorique, trouver une problématique, poser une hypothèse, de cette hypothèse, aller proposer une expérience pour tester l'hypothèse, analyser les résultats et modifier ce cadre théorique. Et ça a fait évoluer, ça a permis une accélération sans précédent dans l'histoire de l'humanité sur les connaissances de l'humanité. L'idée qu'on entend beaucoup moins maintenant et que je voudrais vous exposer, c'est de se dire, OK, celui qui pose l'hypothèse, c'est le chercheur. Et celui qui pose l'hypothèse est donc forcément subjectif. Et est-ce que le fait de poser nos hypothèses, bien qu'on essaye d'être le plus objectif possible, peut-être que la manière dont on pose nos hypothèses peuvent influer sur les résultats qu'on va avoir. Je donne un exemple très simple. Moi, je travaille sur le cerveau, on fait passer des IRM aux patients, et lorsqu'on fait passer un IRM, pour regarder les cartes d'activation, on est obligé de poser nos hypothèses. On est obligé de dire, voilà, quand je fais une douleur au pied, je suis obligé de dire, je dois regarder si telle zone s'active, et je ne regarde pas tout dans son ensemble. Parce que quand on regarde tout dans son ensemble, il n'y a pas vraiment de sens. Donc je pose forcément un regard subjectif, et je regarde si mon hypothèse est validée ou non, et si elle est validée, je suis très content, je publie un article, et je dis, voilà, le circuit d'activation lorsqu'une personne a mal. Eh bien, peut-être que si ces hypothèses, et si on commence à réfléchir là-dessus, et qu'on se dit que peut-être que ces hypothèses ont un paradigme, ont une vision qui est peut-être très anthropocentrée, je vais revenir là-dessus, eh bien, on peut remettre en cause la manière dont on les pose, et en tous les cas, en poser des nouvelles. Alors, ces réflexions, elles viennent de plein de lectures, de discussions, et d'un ouvrage qui a véritablement modifié, a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, Troisième loi du vivant, Olivier Amand, on en a parlé, qui est un Lyonnais, qui est un biologiste et qui nous dit que dans les sciences du vivant, on ne parle pas de l'humain forcément, on parle de la biologie en général, dans les sciences du vivant, eh bien, elles nous apprennent quoi aujourd'hui? Ce que l'on sait, c'est que la biologie et les sciences du vivant, eh bien, la nature, le vivant est imparfait et générateur d'erreurs.
Et là, on en a des dizaines et des dizaines d'exemples, que ça soit dans les recombinaisons génétiques qui sont source d'erreurs, des erreurs qui vont passer à travers, des erreurs qui peuvent conduire derrière à des maladies terribles, et des erreurs qui aussi conduisent parfois, du fait de l'environnement, à une évolution qui a ajouté un caractère intéressant pour l'être vivant, et donc qui l'a gardé, qui lui a permis de survivre, en tout cas de se reproduire beaucoup plus que les autres. Et puis il y a tout un tas, et là on peut revenir, alors Olivier Hamann parle notamment de la photosynthèse, c'est 2% de rendement. 2% de rendement depuis des milliards d'années, quand même, ça pose question, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu besoin d'aller au-delà de 2% de rendement quand nos panneaux photovoltaïques sont déjà à 30%. On va prendre un truc qui parle à tout le monde ici, les muscles. Le muscle, c'est 7 à 8% de rendement. Le reste, c'est de la perte de HLA. Donc c'est tout sauf efficace, un muscle. Tout un tas de processus enzymatiques qui ne fonctionnent pas correctement et à 100% de leur performance à 37 degrés. C'est quand on a de la fièvre à 39 degrés, et donc on est dans un état de fragilité, qu'on commence à être performant. Et ainsi de suite. Et les exemples s'accumulent. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est ma dernière diapo, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas changer nos perspectives? Et de se dire que ce qu'on observe chez le vivant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le vivant, quand on étudie les plantes, quand on étudie des animaux, on ne se dit pas tout est parfait. On se dit, bah tiens, c'est normal que ça soit pas performant, que ça soit sous-optimal, que ça soit imparfait. Est-ce qu'on ne peut pas transposer ça sur nos études chez l'homme, chez nous, chercheurs qui travaillons chez l'homme et la clinique, en disant être en bonne santé, c'est être quoi? Est-ce que c'est être performant? Et là, on a des contre-exemples assez criants. Nous qui nous occupons des sportifs de haut niveau, c'est une exception, une personne qui est hyper performante. Mais qu'est-ce qui est plus fragile qu'un sportif de haut niveau? Voilà, sportif de haut niveau, le moins de grains de sable, derrière, ça va moins bien. Idem si on prend nos patients. Nos patients, ils sont en bonne santé quand quoi? Si vous, demain, je ne vous souhaite pas, je sais pas, vous avez un trouble de la vue, des troubles de la proprioception, ou que sais-je, vous allez compenser. Vous allez compenser par d'autres systèmes. Ce qu'on voit chez la personne âgée, c'est que les systèmes sont dégradés et qu'à la fin, il y en a le dernier système qui tenait tout s'arrête. Et là, eh bien, c'est la chute, c'est la dégradation, c'est la perte d'autonomie. Et donc, certainement, penser être en bonne santé, non pas par le fait d'être hyper performant au niveau de l'acuité, mais par le fait d'avoir une redondance des systèmes pour se sauver les uns les autres, est certainement une meilleure, en tout cas moi j'en suis convaincu, est certainement une meilleure manière d'appréhender le patient et de se dire mon patient est en bonne santé, plutôt que de regarder sur un test s'il est à 90 ou 100% de sa performance. Et donc, pour nous kinés, et ça n'existe pas encore, mais imaginez des tests justement de robustesse. Et là, on revient sur la robustesse. Des stress tests, comme on peut avoir dans d'autres disciplines. C'est-à-dire faire passer à nos patients des tests pour voir la manière dont ils réagissent justement quand ils sont en dehors de leur système de performance. Alors ça existe de manière ponctuelle, mais de manière conceptuelle, construite, ça existe encore très peu. En tout cas, on l'entend très très peu. Et puis certaines pathologies. Je vais vous prendre le cas de ma thématique, la douleur chronique. Une douleur chronique, c'est un système hyper performant. Et c'est justement certainement là le problème, c'est que dans la douleur, on a plein de systèmes de boucles de rétrocontrôle qui permettent que lorsqu'on a mal, le corps réagit automatiquement pour diminuer les douleurs. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans la douleur chronique, eh bien, on perdait ces boucles de rétrocontrôle, on perdait une grande partie des systèmes d'inhibition, et au contraire, on avait une sensibilisation, une optimisation du système de la douleur qui fait que même quand ce n'est pas un stimulus douloureux, le système détecte. Il détecte tout, il est hyper performant. Et revenir à un état de bonne santé, c'est revenir à un état de sous-performance. Pareil pour le cerveau, et c'est le dernier exemple que je donne, et là encore,
on est en train de réfléchir dans l'équipe, l'approche stochastique, l'approche par moyenne, par tendance, plutôt que l'approche déterministe. Et là, ça veut dire regarder en globalité ce que nous, avant, on décrivait comme du bruit qui n'était pas intéressant, et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des tendances là-dedans? Alors, il y a de la connectivité qui se met en place, il y a plein d'analyses mathématiques poussées avec la théorie des graphes, je vous passe les détails, qui se mettent en place dans l'analyse des activations cérébrales. Mais cette approche beaucoup plus globale est certainement aussi une approche, je pense, qui va pouvoir être intéressante. Et là où, d'habitude, quand on a quand on voit les résultats d'expérience, on dit, bah, ça, c'est incohérent, ça ne veut rien dire, en fait. On a cette activation, ça ne correspond à rien. Mais peut-être que c'est justement ces incohérences, cette redondance des systèmes, plutôt que regarder une voie spécifique de la douleur, c'est regarder des voies de la douleur dans le cerveau, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. C'est peut-être cette redondance des systèmes qu'il faut aller rechercher plutôt que la spécificité. Voilà. Je m'arrête là. J'espère que ça vous a donné envie de poser des questions. Et merci à vous. Merci Charles. Si vous le souhaitez, écoutez, vous pouvez lancer le débat et en tout cas poser des questions. Est-ce que dans la salle, ces trois interventions ont suscité de votre part des besoins d'information, des besoins de controverse, des envies de rentrer dans un débat? Oui. Des personnes vulnérables dans les entreprises, d'accord, qu'il y avait derrière, en fait, je me demandais comment il était possible de réaliser cette inclusion un petit peu, cette accessibilité au travail, dans un système où les possibilités sont souvent associées à la discrimination des violences. Si je me comptais un peu, ma question c'est comment on va transformer le travail en une nouvelle vulnérabilité. Merci, effectivement, c'est une question très intéressante pour savoir comment est-ce qu'on intègre cette nouvelle vision dans les entreprises. Alors, il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est que le rapport de force entre les recruteurs et les recrutés a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, moi j'accompagne chaque année des centaines d'entreprises, elles me disent toutes qu'on a du mal à recruter, on a du mal à fidéliser, c'est devenu notre vrai premier poste. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les attentes des futurs recrutés en matière de prise en compte des spécificités de leur vie privée ne peuvent plus être placées sous silence par les entreprises. De la même manière, les CV intègrent de plus en plus, ce qui, moi, à mon époque, ne donnait qu'en une seule ligne et qu'on appelait les centres d'intérêt, désormais, c'est la valorisation des expériences para- ou extra-professionnelles. Donc ça, c'est un premier point. L'entreprise est en plus sous le fait d'une demande sociale qui l'oblige à être non plus un organisme, non plus être une organisation, mais être un organisme. C'est-à-dire avoir une responsabilité sociale, sociétale, mais aussi être bien traitante, avec la qualité de vie au travail et tous ces aspects-là. Et donc c'est intéressant de transposer au monde de l'entreprise des lois du vivant. Et c'est là que nous on rentre en ligne de compte, c'est de montrer que la vulnérabilité c'est aussi facteur d'inventivité, de créativité, de cohésion, et ainsi de suite. Deuxième élément de réponse, quelque chose que j'ai évoqué rapidement qui se développe, c'est ce qu'on appelle la paire aidante. On parlait des alcooliques anonymes, mais aujourd'hui, dans les entreprises, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Donc, comme on a une augmentation de 27% en 2 ans des problèmes de souffrance mentale, de santé mentale dans les entreprises, ça c'est les chiffres de la DARES, du travail, on voit de plus en plus des systèmes d'entraide intra-entreprise, pas simplement focalisés sur une pathologie qui serait par exemple la bipolarité ou l'autisme ou que sais-je, mais qui peuvent se croiser. Je m'explique que vous pouvez avoir des gens qui font l'expérience du divorce et qui peuvent trouver une écoute attentive, voire un réconfort, voire une compréhension chez des gens qui ont fait l'expérience du deuil. Donc on est en train d'organiser, avec des groupes tests, la manière dont les vulnérabilités tissent le vécu de l'entreprise et dont la matière organique de l'entreprise, qui est sa ressource humaine, peut prendre en compte les vulnérabilités, non pas simplement parce que ça serait moral, mais parce que ça va participer
d'une plus grande plasticité des entreprises, lesquelles ont pris conscience qu'il fallait qu'elles s'adaptent à un environnement qui est tout à fait changeant. Donc c'est cette dynamique-là qui est à l'œuvre. Ce n'est pas encore le cas partout, hein, mais on constate, en tout cas moi depuis plus de 10 ans que je travaille avec les entreprises, qu'il y a un vrai shift qui est en train de s'opérer dans leur logiciel de RH. On a une question dans le sujet de la vulnérabilité chez les enfants. Est-ce qu'il y a une prédisposition génétique qui définit un enfant plus vulnérable que l'autre? Est-ce que c'est des études qui étaient déjà menées? Qu'en est-il des enfants vulnérables? Alors, je ne saurais pas répondre d'abord parce que je ne suis pas généticien, moi je suis sociologue. Ce que je peux dire, c'est quand même que l'approche de la résilience, dont j'ai essayé de montrer que c'est un concept qui aujourd'hui se développe autour de la robustesse et peut-être à venir autour de la plasticité, montre qu'en réalité, dès l'enfance, il y a des capacités de résilience. C'est-à-dire que je ne saurais pas dire si, selon les gènes ou selon les déterminants sociaux ou culturels, on a des prédispositions à cette capacité de résilience. Mais en tout cas, clairement, l'enfant est un être humain qui, très tôt, apprend à s'adapter. Il s'adapte au langage, il s'adapte à la mobilité. Il est possible que, alors là, ça remonte peut-être sur les sujets de la sédentarité, que plus on vieillit et plus on perd cette capacité d'adaptation. Mais alors, pour répondre au point de vue génétique, je ne suis pas content. Des enfants qui sont plus vulnérables que d'autres, si on ne parle pas de génétique. Alors, moi, je ne peux répondre que sur les déterminants sociaux et éventuellement éducatifs. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes éducatifs qui, par exemple en Europe, pour le dire encore plus trivialement en France, ont tendance à regarder ce qui ne va pas pour essayer de stimuler l'enfant et obtenir que ça ira mieux. Et puis dans les systèmes nord-américains, au contraire, on a le réflexe inverse qui consiste à stimuler ce qui va bien pour essayer de l'encourager. Il se trouve que quand on regarde les enquêtes PISA sur le classement des systèmes éducatifs au niveau international, c'est quand même plutôt les systèmes dans lesquels on stimule la confiance que les systèmes dans lesquels on pointe du doigt les insuffisances qui fonctionnent le mieux et créent des sociétés plus adaptables. Je pense à la Finlande en particulier, qui a montré des capacités de création collective, d'intelligence collective supérieures, mais en revanche, le système finlandais produit assez peu d'élites. Parce que justement, la note scolaire, c'est la note du groupe et pas la note de l'individu. Alors que dans les systèmes français notamment, on est capable de produire des élites en nombre moins élevé. Ce qui veut dire que si on bondit sur des lois comme la loi Pareto, qui nous fait croire qu'on a 20% de gens très compétents qui entraînent 80%, c'est une loi qui est en train de montrer qu'elle n'est pas tout à fait juste. Il semblerait que les systèmes les plus dynamiques soient ceux qui soient capables d'entraîner le plus grand nombre avec le moins de disparité sociale. Et que nos systèmes, nous, qui visent à promouvoir les élites, ne sont pas forcément les plus adaptés aux défis contemporains. Merci beaucoup pour l'intervention. Moi j'ai une question pour M. Quesada. Et du coup sur nos hypothèses qu'on pose avec notre regard d'homme, est-ce que vous pensez que les intelligences artificielles peuvent vous apprendre là-dessus et par exemple on pourrait demander à une intelligence artificielle de penser comme si on n'était pas... de ne pas se baser sur ce qu'ils connaissent, mais de nous proposer d'autres hypothèses. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Oui, je pense avoir compris. Je ne saurais pas répondre, parce que je ne connais pas assez les IA et la manière dont elles sont construites. Elles sont quand même construites par des hommes, et entraînées par des hommes. Donc il faut voir dans quelle mesure on va leur donner une certaine forme d'autonomie et d'objectivité, mais si les inputs viennent du même endroit, je crains qu'on ait les mêmes réponses, malheureusement. Voilà. Mais on peut essayer d'y tendre, en tous les cas, déjà en prendre conscience. Simplement de se dire que chez la fleur, chez la plante, chez l'animal, on ne se dit pas, tiens, je vais chercher des systèmes performants, on va juste essayer de comprendre ce qui se passe sans chercher la performance. A posteriori, on pose des hypothèses qui sont beaucoup plus ouvertes. Eh bien, si on pouvait faire la même chose chez l'homme, peut-être que ça va changer la manière dont on voit
on va peut-être relire les résultats qu'on a eu, on va peut-être les relire un peu différemment. Et je pense vraiment au fonctionnement cérébral où, pendant les premières années où j'ai fait la recherche, je me disais, mais c'est parce que moi je disais l'article, je me disais, bah tiens, ça paraît simple, ils obtiennent ces résultats-là, c'est génial. Et nous, quand on faisait les IRM, on avait plein de résultats, et là-dedans, effectivement, on pouvait en tirer un peu. Mais tout le reste, bah, on le laissait de côté, en se disant, bah, c'est du bruit, c'est la salience, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas. Et il y a des débats entre neuroscientifiques là-dessus, ce qu'on en fait. Et peut-être que si on arrive en se disant, bah, finalement, l'ensemble fonctionne, et un ensemble qui fonctionne, bah, c'est un ensemble qui se contredit. Et qu'en fait, plutôt que de chercher dans nos résultats quelque chose de cohérent, on va peut-être chercher dans ces boucles d'incohérence, des autres boucles, des boucles d'incohérence qui vont pouvoir s'expliquer en travaillant entre elles. Et là, ça change complètement le regard sur des résultats qui sont les mêmes. On peut dériver. J'en profite d'avoir le micro pour poser une question au docteur Hancock. Sur l'espace, j'avais deux questions. La première, est-ce que dans la dégradation, on a une forme de plafonnement? Est-ce qu'on a un effet seuil? C'est-à-dire, on a vu que plus on restait dans l'espace, plus on se dégradait. Est-ce qu'à un moment donné, on ne se dégrade plus? Et puis, bah, finalement, un être humain dégradé à X% pourrait rester ensuite pendant des années, ou est-ce que, alors j'imagine qu'on n'a pas peut-être pu aller jusqu'au bout. Et deuxième question, c'est, on a parlé des dégradations, on a vu que l'espace était assez traumatisant pour le corps. Est-ce qu'on a des exemples de gains ou d'amélioration dus à l'absence de gravité? La première question, en ce qui concerne l'eau, c'est le muscle, c'est vraiment une dégradation continue. En fait, si vous laissez les gens 2 ans, ils auront une double dégradation d'1 an. Au niveau du muscle, c'est pareil. C'est pour ça que les os, c'est ça qui est vraiment très problématique pour les femmes mondiales. Puisqu'on a fait le maximum de vols qu'on a fait, pour l'instant, c'est 1 an. Donc pour Mars, c'est 3 ans quand même. Donc il va falloir trouver des solutions. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des bénéfices? Non, je pense pas, M. Garrigue. Je crois pas, parce qu'en fait, c'est vraiment un modèle de vieillissement accéléré. Et même le cœur qui se met au repos, en fait, le cœur azychique, j'ai plus besoin de bosser, donc je fais plus rien, il y a déjà besoin de le sang pour le muscle, etc. Même en étant au repos, il se dégrade, puisqu'il a exactement le même problème que le sujet âgé, etc. Donc sur le corps humain, je ne vois pas d'amélioration. Moi j'en ai une pour vous si vous voulez bien. Parce qu'en vous écoutant, je me pose la question de la proprioception dans l'espace, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des données, est-ce qu'il y a eu des études sur le sujet, en sachant qu'il y a un magnifique papier qui est sorti cette année qui montre que le péricarde est bourré de capteurs proprioceptifs. Donc quand j'entends que le cœur se met au repos dans l'espace, qu'en est-il de ces messages proprioceptifs? Est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe et de l'impact potentiel que ça peut avoir sur la perte? En fait, vous avez cité le vestibulaire, mais... Quand on fait les expériences de simulation, en fait c'est ça qu'on modifie entre le fait d'être dans l'hélicontologie, avec la tête décline, donc la même quantité de sang qui part dans les parties inférieures du corps, etc. Et l'immersion sèche, là, il n'y a plus du tout de proprioception. Et en fait, c'est entre ces deux techniques, on va dire, de simulation, où on voit vraiment le rôle de la proprioception. On se rend compte que tout ce qui est modification hormonale, musculaire, osseuse, etc., est beaucoup plus rapide dans le cas de l'immersion sèche, c'est-à-dire sans proprioception, que dans le cas de la proprioception. Oui, il y a une importance très importante. Et elle est complètement absente dans l'espace. J'ai bien rajouter des choses sur la proprioception. Et vous avez parlé de différentiel de réversibilité sur les différents systèmes. La proprioception fait partie des systèmes qui récupèrent plutôt rapidement ou plutôt lentement. Vous avez parlé de différentiel dans la réversibilité des pertes. La proprioception fait plutôt partie des éléments qui récupèrent rapidement ou plutôt lentement comme l'os? Non, ça récupère relativement rapidement. Merci. Romain, est-ce que...
question pareille pour les vols dans l'espace par rapport, j'ai entendu dire qu'il y avait une transformation des fibres musculaires de type 2 en type 1 lors des vols prolongés. Et on sait que cette différenciation se fait plutôt dans la petite enfance, et savoir s'il y a une redifférenciation qui se faisait justement à l'âge adulte derrière son retour sur Terre. Par rapport à la transformation des fibres de type 2 en type 1, des fibres musculaires qui se faisaient dans l'espace, et on sait que la différenciation se fait à la petite enfance sur Terre, et est-ce qu'il y a une redifférenciation une fois qu'on redescend sur Terre à l'âge adulte? Est-ce que quand on descend sur Terre, En fait, j'avais entendu dire que dans l'espace, il y avait une transformation des fibres de type 2 en type 1 qui se faisait. Et ce rapport se fait normalement pendant la petite enfance. Et du coup, quand on redescend sur Terre, est-ce qu'il y a de nouveau une redifférenciation qui se refait à l'âge adulte, ou sinon le rapport est déjà tronqué? Non, ça se refait en fait, ça revient à la normale. Alors, je finis peut-être avec une dernière question. J'aimerais associer les travaux de M. Chotel avec les vôtres. Et donc, si on pose des personnes dans l'espace, si j'associe avec les travaux de M. Chotel, on va atteindre un niveau de fragilité. Et il semblerait qu'on ait une possibilité de revenir en arrière, en termes de guérison, de survivance, comme vous disiez, pour pouvoir retrouver un modèle de vulnérabilité. Est-ce que par rapport aux récupérations plus ou moins totales dont vous parlez, c'est possible de revenir à un niveau vulnérable, ou est-ce qu'on va rester entre les deux? Est-ce qu'à un moment donné, on va garder une forme de fragilité suite au passage dans l'espace? Je pense que les astronautes sont une population très particulière. Et en fait, si vous voulez, c'est une population qui s'adapte absolument à toutes les situations et qui ne vous dira jamais que de toute façon ils sont vulnérables ou ils ne sont pas en fait. C'est comme ça qu'on a énormément de mal, par exemple, avec des tests de cognition, des tests d'humeur, etc. en place, qui ne veulent pas que ça soit par un psychologique, s'ils ont des problèmes. En fait, c'est une population comme très très difficile sur laquelle travailler. Ça interroge quand même sur le fait de recruter des gens hyper performants. Non, ils sont performants, ils ne sont pas hyper performants, parce qu'au contraire, ils diminueraient beaucoup de profit au point de vue performance si c'était des sportifs de haut niveau. Ce sont des gens qui ont un haut niveau de sportif, mais ce n'est pas des super sportifs. Juste un tout petit complément pour ramener à des choses que l'on observe, c'est-à-dire que derrière cette réversion de la fragilité vers la vulnérabilité dans cette boucle, il y a tous les aspects. Il y a les aspects physiologiques, il y a aussi les aspects psychologiques, les aspects sociaux, les aspects spirituels. C'est-à-dire que les gens peuvent, sans guérir d'une maladie, trouver que cette maladie a eu pour eux un bénéfice parce qu'ils vont trouver une nouvelle valeur, une nouvelle expérience de la vie. Donc c'est toute cette boucle-là qu'il faut interroger. Et puis la deuxième remarque, c'est justement l'expérience. Je vais devoir m'absenter prématurément parce que je dois être à Paris ce soir pour accompagner les 2 skippers dont je vous ai parlé. Et ces 2 skippers, il y a 3 ans, ils ne se seraient jamais définis comme vulnérables. Et donc c'est parce qu'on a pris le temps de travailler avec eux qu'aujourd'hui ils assument de se définir comme vulnérables, c'est parce qu'ils ont déprogrammé leur lecture qu'ils avaient de ce mot. Et donc il n'est pas exclu peut-être que les astronautes se reconnaissent vulnérables. En tout cas, j'en connais un ex-astronaute qui se reconnaît comme vulnérable, il s'appelle Michel Petit, avec lequel je travaille justement ces aspects-là. Et donc, voilà, de sorte que la vulnérabilité ne soit plus un mot qu'on associe à des gens fragilisés, mais qu'on associe au contraire à des gens sains. La vulnérabilité, c'est la santé, en fait. C'est ça qu'on est en train de comprendre. Si je peux intervenir simplement, c'est que je pense qu'on ne raisonne pas du tout sur le même terrain. Ce qu'il y a, c'est que les astronautes ont un seul but, c'est de repartir. Donc tout est caché. Ils connaissent même les manœuvres éventuellement qu'il faut pratiquer pour l'observateur ne s'aperçoit donc de rien. Donc c'est ce qu'on peut dire sur les astronautes, je pense que c'est totalement faussé. Leur seul désir, c'est de repartir. Et regardez Thomas Pesquet, il rêve que de ça. De repartir donc sur la Lune, etc. Donc tout ce qu'on peut dire, même du point de vue psychologique et autres, autant les tests que l'on fait avant le départ sont valables, autant ce que l'on fait après, je pense qu'ils ont une valeur qui est tout à fait relative.
Enfin, c'est totalement mon opinion. Non, mais effectivement, je connais très bien Michel Tonini, je pense qu'il n'a pas fait l'école de longue durée déjà. Donc, si vous voulez, c'était quand même beaucoup moins médiatisé que maintenant. C'est-à-dire qu'on voyait des fois, quand il y a la du français qui partait, comme Claudine ça, on voyait des bains, parce que vous avez vu le cirque que ça a été quand on a pesqué, ça n'a pas tenu de mesure, si vous voulez. Donc je pense que les astronautes qui étaient à l'époque de Michel Tonini étaient un peu plus sur Terre, on va dire.